Messieurs, mesdames, bonjour. Nous sommes avec Monsieur Didier, qui va se présenter tout à l'heure. C'est pour faire une émission sur le syndicat, et notamment le syndicat en Afrique. Quel genre de syndicalisme dans les pays africains? Je m'appelle Nestor Ndoudi, syndicaliste CFDT. Je suis resté permanent pendant presque 20 ans. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler du syndicat. Le syndicat en Afrique, le syndicat en Europe et le syndicat en international. Donc, nous allons vous parler du syndicat, le syndicat en Afrique, le syndicat en Occident. Notamment nous qui sommes en France, le syndicat français. Je fais partie du syndicat CFDT, SF3C. Ça fait plus de 15 ans que j'y travaille. Et nous voudrons vraiment parler de ce syndicat-là pour que les Africains puissent aussi s'adapter. Quel modèle de syndicalisme ils veulent. Marie-Lise Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CFDT, le premier syndicat de France. Mais c'est pas un peu ringard, les syndicats? À quoi ça peut servir en 2025? Ça sert à beaucoup de choses, parce que tant qu'il y a du travail, il y a besoin d'organisations syndicales. Dans les administrations, dans les entreprises, les syndicalistes sont là pour représenter, d'une part, les travailleurs et les travailleuses, et puis défendre leurs droits et négocier avec les employeurs pour obtenir des avancées sur la question des salaires, les conditions de travail, la formation professionnelle, par exemple. Et puis, on négocie aussi dans les branches professionnelles, quand il s'agit des conventions collectives, les organisations syndicales. Elle négocie avec des représentants des employeurs des conventions collectives qui permettent de couvrir tous les salariés d'un même secteur professionnel. Donc, si je comprends bien, s'il n'y a pas de syndicat dans mon entreprise, ce que vous négociez, ça me concerne quand même? Absolument, ça vous concerne directement parce que même si vous avez personne dans l'entreprise, pas d'organisation syndicale, comme votre employeur est obligé d'appliquer la convention collective, ce sont des droits qui sont négociés par les syndicats à l'échelle de la branche professionnelle. Et puis, il y a d'autres choses qui peuvent être discutées à l'échelle nationale, par exemple, l'assurance chômage, l'emploi des seniors, ce sont des dispositifs qui vont couvrir l'ensemble des secteurs d'activité, et ça, c'est grâce aux organisations syndicales au niveau national. Et c'est comme la réforme des retraites, ça veut dire que c'est les syndicats qui écrivent la loi? Non, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les organisations syndicales et patronales, elles discutent et elles font des propositions. Quand il s'agit de faire la loi, ensuite, c'est le Parlement qui écrit la loi, qui s'inspire des propositions qui sont faites par les différentes organisations et qui débat du texte et l'adopte. Donc il y a bien, d'une part, les organisations syndicales et patronales qui discutent, mais d'autre part, c'est le Parlement qui fait la loi et qui fait en sorte qu'elle soit adoptée. Mais admettons, moi je ne suis pas syndiqué. Ce que vous négociez, ça s'applique à moi quand même? C'est une particularité en France. Tout ce qui est négocié, les accords collectifs, bénéficient à l'ensemble des salariés, même s'ils ne sont pas syndiqués. Ce n'est pas le cas dans tous les pays européens, mais c'est une caractéristique en France de ce qu'on appelle un syndicalisme qui contribue à l'intérêt général. Donc en fait, le fruit des accords bénéficie à tous les salariés. Alors c'est quoi pour moi l'intérêt de me syndiquer? Alors se syndiquer, c'est surtout un intérêt de se syndiquer à la CFDT. C'est d'abord bénéficier de services, c'est être défendu, voir ses droits respectés et être défendu par un militant CFDT. C'est avoir des réponses à ces questions. Donc avec un dispositif que l'on a mis nous en place CFDT, vous pouvez téléphoner, poser toutes les questions qui vous intéressent, vous ou vos proches, sur votre contrat de travail, mais ça peut aussi concerner votre vie privée. C'est avoir accès à de la formation. Donc ça, c'est un ensemble de services qui sont destinés aux adhérents et aux adhérentes de la CFDT. Le deuxième intérêt, c'est rejoindre un collectif.
c'est de construire le rapport de force et c'est pouvoir agir concrètement sur les sujets qui vous intéressent, la lutte contre les discriminations, la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes par exemple. Et puis adhérer à la CFDT, c'est aussi adhérer et faire vivre des valeurs que l'on défend collectivement, comme la solidarité, l'émancipation, la démocratie ou encore l'égalité. Tout ça, ça fait partie d'un beau projet collectif auquel tous les adhérents et les adhérentes de CFDT peuvent participer. Merci Marie-Lise Léon. Merci. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Didier, syndicaliste confédéral. Il a sillonné beaucoup de pays en Afrique et en Asie, il va vous le dire. Monsieur Didier Slovaque, bonjour. Bonjour Nestor, merci beaucoup pour cette introduction. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Didier Slivka, j'ai été 32 ans permanent à la CFDT, Confédération Française Démocratique du Travail, comme Nestor, et je suis fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et donc détaché pendant 32 ans à la CFDT. J'ai occupé plusieurs postes, notamment j'étais responsable de la formation syndicale dans une fédération de fonctionnaires et j'ai fini ma carrière il y a 4 ans en tant que responsable Afrique et Moyen-Orient au sein de la Confédération, donc au niveau national de la CFDT. À ce titre, j'ai eu la chance et l'honneur de visiter 13 pays sur les 54 que compte le continent africain, principalement l'Afrique francophone et un tout petit peu l'Afrique anglophone. Donc ce que j'aimerais, c'est un peu faire part de mon expérience et d'échanger avec vous, parce que je ne prétends pas tout connaître, loin de là, mais d'échanger un peu avec vous sur le point de vue et les problèmes du syndicalisme en Afrique généralement. Mon cher Didier, vous avez bien fait votre introduction. Nous voudrons vraiment éclairer la lanterne de nos pays en Afrique. Ma première question est de savoir, c'est quoi un syndicat? Un syndicat, c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont décidé de s'engager pour défendre les droits des travailleurs. À la CFDT, le syndicat est la structure politique de base de toute l'organisation confédérale. C'est-à-dire que c'est le syndicat qui vote à tous les niveaux. Donc c'est l'importance de son rôle. Pour ça, il faut s'intéresser à la société dans laquelle on vit. On fait de la politique. Alors pas de la politique politicienne, mais comme on agit sur la société et dans la société, on fait de la politique. C'est ça la définition de la politique, c'est agir au sein de la société. Mais un syndicalisme agit par le biais professionnel. Donc il faut qu'il soit au courant et qu'il prenne compte de l'envie et de l'amélioration des citoyens travailleurs de ce pays, du pays où il se trouve. Voilà, donc c'est une organisation qui défend le droit des salariés au travers des pays. C'est très bien dit, le syndicat défend les droits des travailleurs. Chaque travailleur a l'intérêt de se syndiquer. Dans le pays où nous sommes, donc en France, nous sommes la CFDT, le premier syndicat de la France. Derrière, il y a FO qui vient, il y a Sud et la CGT. Mais la CFDT, c'est le premier syndicat actuellement en France. Donc nous sommes présents dans tous les organismes étatiques, privés. Donc aujourd'hui, nous voulons vous présenter ce que c'est qu'un syndicat. Didier vous a donné la définition, il a donné son rôle. Alors, puisqu'on parle de syndicat, on entend souvent parler de BIT, de l'OIT. C'est un peu flou dans ma tête. Qu'est-ce que c'est qu'un BIT? Qu'est-ce que c'est qu'un OIT? Leur rôle et leur définition, s'il vous plaît. Oui, mon très cher Nestor. Alors, il y a plusieurs... Le syndicalisme est structuré un peu comme l'ONU. Tu viens de parler de l'OIT et du BIT, et je parlerai aussi de la CSI. Je commencerai même par la CSI, parce que c'est la Confédération syndicale internationale. C'est là où est rassemblés tous les syndicats du monde libre, à travers le monde. Le siège de la CSI se trouve à Bruxelles.
Mais c'est comme l'ONU, après ils sont organisés en régions. Pour ce qui vous concerne, vous, en Afrique, c'est la CSI Afrique, dont le siège est à Lomé, au Togo, où il y a un centre de formation et qui est en charge de rassembler tous les affiliés au sein de cette CSI Afrique du monde des syndicats libres. Déjà, il faut que les syndicats soient présents. Il faut qu'ils soient présents et qu'ils soient visibles dans le dialogue social. Nous savons très bien que quand on parle du dialogue social au niveau de l'OIT, c'est le tripartisme, qui est une belle invention qui permet vraiment de faire asseoir les acteurs principaux du monde du travail pour échanger. Et dans cette assise, dans cette discussion, les syndicats ont besoin d'y venir avec de la qualité, d'y venir avec de la pertinence, d'y venir avec la capacité à faire des propositions alternatives pertinentes sur justement les thématiques actuelles du monde du travail, qui sont des thématiques importantes, qui doivent, disons, alimenter les priorités du monde du syndicat. Il est important de savoir ce que l'on veut, et il est encore plus important de savoir comment on veut obtenir ce que l'on veut. Et dans le dialogue social, disons que la priorité est donnée à la discussion, à la consultation, à la concertation. Et dans ces conditions, ce sont les arguments qui doivent primer. Donc les syndicats ont besoin de venir avec une capacité à argumenter pour convaincre les interlocuteurs que sont l'employeur et le gouvernement. Je pense qu'avec cette batterie d'attitudes, de comportements qui permettent de créer le climat de confiance nécessaire à la discussion, à la bonne discussion, les syndicats peuvent espérer et faire émerger leurs préoccupations. C'est que pour moi, il y a quelque chose d'important aujourd'hui que les syndicats doivent savoir. C'est, disons, avoir cette lucidité de reconnaître quelles sont leurs faiblesses. Et aujourd'hui, c'est un fait que les syndicats sont faibles, de plus en plus faibles, à travers le monde entier. Faibles parce qu'il y a des faiblesses internes, il y a des lacunes internes, mais faibles également parce qu'en face, on a des partenaires entre griffes qui s'organisent, qui ne dorment pas, qui se renforcent et qui cherchent tout le temps, disons, à affaiblir le mouvement syndical. Donc les syndicats ont besoin d'avoir cette lucidité, cette objectivité, et quand ils ont fini de faire ça, c'est de se regarder, de scruter les pratiques qui sont les leurs aujourd'hui et de se demander qu'est-ce qu'on fait pour se renforcer. Et ce qu'ils doivent faire pour se renforcer, c'est évident. C'est quand vous ouvrez les yeux sur vos faiblesses, vous comprendrez que nous avons une faiblesse, disons, à rassembler, à mobiliser les travailleurs aujourd'hui. Les faiblesses liées à l'autofinancement de l'action syndicale, les faiblesses liées à la fragmentation du mouvement syndical, notamment dans l'espace francophone. Je dis, mais ça touche aussi aujourd'hui l'espace anglophone. Donc c'est un processus, c'est un phénomène, je veux dire, qui s'étend. Donc il y a cette faiblesse-là également. Et il y a les faiblesses qui sont des faiblesses dues aux pratiques internes des syndicats, notamment le défaut de démocratie interne, le refus de l'alternance, la faible implication de la grande majorité des travailleurs qui sont dans l'informel. Bref, autant d'éléments qui alimentent les faiblesses du syndicat et qui doivent nous conduire à rechercher les voies et moyens pour nous renforcer. Parce que assez souvent, ce qui nous arrive, ce ne sont pas les gouvernants ou les employeurs qui créent nos faiblesses, mais ils viennent nous révéler nos faiblesses, qui sont des faiblesses internes. Et à partir du moment où vous avez la capacité de vous corriger sans avoir besoin de l'autre, il ne faut pas hésiter donc à faire les réformes qu'il faut et, disons, à s'ouvrir davantage au monde, à la modernité aujourd'hui et à faire en sorte que nous ayons des organisations syndicales qui fonctionnent avec, disons, de la qualité, de l'attractivité pour les travailleurs et qui peut donc nous faire revenir dans le débat, dans le dialogue social avec, disons, un équilibrage des forces en présence. Parce que tout est une question de rapport de force. Et les syndicats ont aujourd'hui le devoir d'avoir un rapport de force
qui ne penche plus en faveur du gouvernement ou des employeurs, mais qui penche en faveur des travailleurs, qui peut s'équilibrer ou pencher en faveur des travailleurs, parce que sans ça, on va passer notre temps à pleurnicher, alors que nous savons très bien que même quand on se donne entre employeurs et travailleurs et gouvernement, quand on se donne le vocable de partenaires, nous savons très bien que ce sont des partenaires qui ont assez souvent des intérêts antagonistes et qui ont besoin d'avoir, d'avoir de la présence chez l'autre pour pouvoir l'écouter. C'est qu'il faut que cette machine démarre avec le respect du tripartisme dans son entièreté. Il ne faut pas qu'on mette, disons, 3 éléments ensemble qui ne vont pas à la même vitesse dans la préparation de ce rendez-vous. Je veux dire par là que, en tant que travailleurs, nous avons besoin de ne pas, disons, conserver l'attitude que nous avons eue la plupart du temps face à des programmes comme les ODD, avant ça les OMD, où nous nous laissons distancer en tant qu'acteurs du dialogue social par les autres composantes qui préparent seuls, qui contribuent seuls et qui finalement viennent nous servir à la table et nous prenons ce que nous pouvons prendre. Et aujourd'hui, dans le cadre de la préparation de ce grand sommet, et qui est un rendez-vous majeur de mon point de vue parce que ça va permettre de toucher vraiment les urgences du moment, il faut que l'OIT fasse un peu ce que nous sommes venus faire ici, c'est-à-dire de la veille citoyenne, de la création de la conscience sur notre situation et une large concertation, une large demande de contribution de tous les acteurs. Donc décentraliser un peu cette concertation, ne pas le faire uniquement au niveau global, mais le faire également au niveau régional, le faire également par moment par les pays. Et de ce point de vue, créer ce partenariat avec les différentes instances qui peuvent aider. Je pense à la CSI, je pense à la CSI Afrique, à la CSI des régions, je pense à d'autres organisations au niveau régional qui peuvent, disons, aider et accompagner l'OIT dans la préparation de ce grand forum-là. C'est ça qui permettra de faire ressortir les préoccupations de toutes les composantes et d'avoir donc un sommet qui est le plus inclusif possible et qui a besoin d'avoir l'adhésion spontanée des uns et des autres dans sa mise en œuvre. Et je pense que dans ce combat, si on obtient cette adhésion et cette contribution large, disons que ça va être le pas le plus important pour que dans les différentes régions dans les pays, les syndicats, les employeurs se sentent concernés et fassent la pression qu'il faut pour que la gouvernance accompagne justement, disons, la volonté exprimée, qui sera exprimée dans ce document. Ça, c'est pour ce qui concerne purement le syndicat. Après, il y a un organe aussi international qui s'appelle l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, qui se trouve à Genève et qui est la plus ancienne agence de l'ONU. Elle fait partie intégrante de l'ONU. Et au sein de l'OIT, il y a un exécutif qui s'appelle le BIT, qui est le bureau de l'OIT, où siègent donc je ne sais plus combien de personnes, mais la France est représentée à titre permanent, comme à l'ONU, et actuellement c'est une collègue de la CFDT, Béatrice Lestic, qui est la secrétaire nationale en charge de l'international à la CFDT, qui siège au BIT. Donc, cette structure, l'OIT, a, je crois, 4 réunions dans l'année, pendant 15 jours à Genève, et se réunissent le BIT. Et une fois par an, l'OIT organise la conférence internationale du travail à Genève pendant 15 jours. Moi, j'ai eu la chance d'y aller pendant 3 années de suite. Ce sont des réunions tripartites, c'est-à-dire il y a les gouvernements qui sont représentés, le patronat et le syndicat. Il y a des commissions de travail avec des thématiques, généralement c'est 3 à 4 commissions de travail qui travaillent pendant 15 jours à la recherche de directives internationales, c'est-à-dire ce sont des textes qui doivent être approuvés et ratifiés par l'ensemble des pays afin que ces lois s'imposent dans les pays.
Et il y a une commission importante qui s'appelle la commission des normes, et cette commission est en charge de traiter de tous les sujets des pays qui ne respectent pas le droit du travail. Et donc il y a une liste qui est élaborée avant la réunion, bien sûr, avant cette réunion à Genève. Il y a une liste qui est élaborée avec un certain nombre de pays qui ne respectent pas les droits des travailleurs. Et là, ils doivent s'expliquer, les gouvernements doivent s'expliquer devant ces gens qui siègent à cette conférence. Cette conférence qui a lieu, donc, comme je vous rappelle, tous les mois de juin pendant 15 jours, rassemble à peu près 1300 personnes pendant 15 jours. C'est immense. Mais c'est un lieu d'échange très important parce que ça nous permet, nous, syndicalistes, de rencontrer des gens du gouvernement, des gouvernements des pays et des patrons de tout le monde entier. Bonjour Younes, merci beaucoup pour cet entretien. Ma première question, les institutions multilatérales, y compris le système des Nations Unies et l'OIT, traversent actuellement une période de turbulence. Selon toi, pourquoi est-il essentiel que les mandants continuent à investir dans l'OIT et à défendre son mandat normatif? Lorsque je parle de mandants, ce sont les travailleurs, les employeurs, mais aussi les gouvernements. Oui, effectivement, le système multilatéral connaît une crise peut-être sans précédent, mais pour nous, on doit continuer à défendre l'OIT parce que l'OIT, pour nous, il garantit les droits universels et protège les travailleurs. L'OIT offre un socle de droits fondamental pour les travailleurs et bien sûr pour les autres parties aussi. Et pour nous, c'est une référence internationale pour aussi nos lois au niveau national et pour nous aussi au niveau du dialogue social avec nos gouvernements. Et bien sûr, il incarne aussi, l'OIT incarne une vision de justice sociale avec ses orientations, ses publications et ses normes aussi. Et bien sûr, l'OIT reste aussi une référence éthique aussi. Pour tous les mandants, surtout pour nous les syndicats. Younes, un rendez-vous important cette année, c'est le sommet mondial pour le développement social qui se tiendra au Qatar. Selon toi, quelles sont les recommandations on peut avoir pour justement renforcer le rôle de l'OIT et ses mandants dans la construction d'un monde plus juste et équitable au-delà de 2030? Oui, le sommet de Qatar sera un événement très important. Pour l'OIT, je crois qu'on doit tous plaidoyer pour que d'abord les États membres ratifient les conventions et les conventions de l'OIT et les appliquer aussi. Ça, c'est très important et ça peut pousser vers un développement social, mais aussi surtout vers la justice sociale. On doit aussi plaidoyer pour l'autonomie de l'OIT, pour renforcer l'autonomie de l'OIT et donner un rôle central pour l'OIT dans la gouvernance du développement durable. Vous avez une longue expérience au Maroc dans le cadre du mouvement syndical. Selon toi, quelles sont les priorités les plus urgentes pour établir un nouveau contrat social qui répond justement plus efficacement aux besoins des travailleurs? Pour le mouvement syndical dans le monde entier et pour nous aussi à la CDT au Maroc, nos priorités sont d'abord premièrement la démocratie. La CIC a mené une campagne de démocratie pour la démocratie. Donc on doit incarner une vraie démocratie et lorsqu'on dit démocratie, on dit aussi dialogue social parce que c'est un des piliers aussi de construction d'une vraie démocratie. Deuxième priorité pour nous, c'est le travail décent. On doit garantir un travail pour tous, mais un travail stable, un travail avec une rémunération, une bonne rémunération, et bien sûr pour tout le monde. Et troisièmement, les libertés syndicales et le droit d'organisation, parce que sans liberté syndicale, il n'y aura pas des syndicats, bien sûr. Et bien sûr, la protection sociale, c'est un des piliers d'une protection, d'une justice sociale universelle pour tout le monde. Donc, je crois que il y a d'autres priorités. Par exemple, lorsqu'on dit dialogue social, il faut une participation effective
des syndicats dans l'élaboration des politiques publiques, notamment dans le niveau social et sur tout ce qui est social. Younes, un des défis principaux que rencontre le mouvement syndical, c'est la question des jeunes. Comment organiser, comment retenir les jeunes au sein du mouvement syndical. Imaginons que tu t'adresses à un jeune qui vit à Casablanca ou à Rabat ou dans un pays africain. Selon toi, quel message d'espoir souhaiterais-tu transmettre à ces jeunes-là? Parce que nous vivons actuellement dans un monde avec plein de crises, mais quel pourrait être un message d'espoir ou d'encouragement que tu pourrais donner à ces jeunes? Je crois que le message qu'on doit adresser aux jeunes, c'est qu'il y a de l'espoir. On peut construire ou bâtir un nouveau monde, un monde plus juste, parce que nos grands-pères, nos pères ont lutté pour avoir les droits qu'on a aujourd'hui. Donc, on peut, nous aussi, et les générations qui viennent, on peut être plus solidaires, parce que face à l'individualisme qui règne maintenant, on doit être plus solidaire, soit au niveau horizontal, mais au niveau aussi intergénérationnel, pour construire un monde plus juste. Donc, je crois que plus de solidarité, plus de lutte. Beaucoup de monde va dire aux jeunes, vous êtes encore jeunes, vous êtes idéalistes, mais il faut rêver, et il faut avoir de l'espoir, il faut être plus solidaire, et je crois qu'on peut changer le monde. Merci beaucoup, Younes, pour Merci à cet vous. entretien. D'accord. Merci, cher Didier. Tu viens de faire, tu viens de définir ce que c'est que le BIT et l'OIT. Alors, tu as parlé de sanctions. Tu as parlé de CSI. Première question. Est-ce que dans le CSI, il y a des syndicats africains? Et quels sont ces pays qui s'y trouvent? Oui, la CSI, bien sûr, il y a la CSI Afrique. Le siège est à Lomé. Et la majorité des syndicats africains y siègent. Au fond, ont des représentants. Et la CSI Afrique, qui a son congrès tous les 4 ans. Moi, j'étais à son dernier congrès qui était à Nairobi, il y a à peu près 2 ans. A des assemblées générales tous les ans où se réunissent un certain nombre de syndicats de pays africains. Et c'est un peu comme une école, c'est quand même une université d'été. Il y a quelques thématiques et les syndicats participent et échangent et travaillent sur des thématiques. Alors souvent on parle de la dette, de l'économie informelle et de l'économie, surtout de l'économie sociale et solidaire et de la protection sociale. Ce sont les thématiques qui reviennent le plus souvent. Le problème qu'il y a, c'est que ce sont des réunions très importantes avec des groupes de travail aussi. La CSI a des groupes de travail comme le groupe femmes, le groupe jeunes qui se réunissent régulièrement au long de l'année. Après, la problématique, c'est la déclinaison dans les pays respectifs. Une fois que chacun retourne dans son pays, c'est comment on fait vivre tous ces moments importants où il y a eu des échanges, des moments conviviaux et de travail qui ont formé du lien entre les personnes et les militants. Mais après, quand on se retrouve dans son pays, on est souvent un peu seul, confronté à des gouvernements qui sont souvent assez durs et avec des syndicats qui sont souvent, alors c'est pas une notion de jugement, hein, c'est une réalité faible. Faible parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'adhérents et que le revendicatif, c'est avant tout une problématique de rapport de force. Et pour avoir du rapport de force et de l'autonomie, parce qu'il faut avoir des finances, il faut avoir des adhérents. Alors, les adhérents, parlons-en. Je venais de vous dire tout à l'heure que la CFDT est le premier syndicat de France. Je pense même qu'on a dépassé le 1 million d'adhérents. Mais en Afrique, on vient de dire qu'il y a souvent des pays où il y a beaucoup d'autorités. Pour ne pas dire la dictature. Est-ce que les syndiqués ou les adhérents dans ces pays africains sont vraiment respectés? Ou ces pays, on a dit à l'OIT, à la BIT, ils prennent des mesures européennes, des lois, est-ce que les sanctions peuvent être vraiment attribuées aux pays qui ne respectent pas les lois, les normes de l'OIT et de BIT? Quelles sont ces sanctions qu'on peut leur attribuer? Non, malheureusement, au sein de l'OIT, cette fameuse conférence internationale du travail, où il y a au sein de
c'est 15 jours de travail à cette fameuse commission des normes, qui est la commission principale, où sont interpellés la plupart des gouvernements qui ne respectent pas les travailleurs, les lois du travail. Malheureusement, c'est une commission, l'OIT n'a pas un pouvoir de coercition. Ils ont un pouvoir d'alerte, de démontrer aux autres qu'ils ne respectent pas en disant ce qu'ils font comme méfait. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir de coercition. C'est pas un tribunal, voilà. D'accord. C'est la faiblesse de l'enjeu. Alors c'est vrai que souvent les dirigeants des pays qui sont convoqués à cette commission ne sont pas contents. La plupart souvent des ministres sont en ligne, sont pas présents, mais parfois ils sont présents et ils n'apprécient pas d'être interpellés comme ça à la face du monde et critiqués par rapport à leur comportement envers les maltraitances des salariés et des travailleurs au sein de leur pays. Mais il reste que c'est que des injonctions, mais c'est pas de répression, voilà. Donc, si je comprends bien, effectivement, nous, ici en Europe, ça marche bien. Mais dans d'autres pays africains, on va le dire, et même aussi asiatiques, peut-être aussi, ça ne marche pas très bien. Que faut-il faire pour que tout cela soit respecté? Parce qu'avant tout, nous sommes tous dans un seul même pays, un seul monde. On devrait avoir à peu près les mêmes injonctions. Mais pourquoi les autres, les uns respectent et les autres ne les respectent pas? Alors, tout à fait. Pour aller dans ton sens, il y a aussi un continent qui est souvent interpellé au sein de cette commission, c'est l'Amérique du Sud. Voilà. Donc l'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique. Et quelques pays de l'ancienne Europe de l'Est. Non, ce qu'il y a, comment faire pour que ça marche mieux? Il faut qu'on mette toutes les choses dans leur contexte. Il faut appeler un chat un chat. Je veux dire, la problématique entre l'Europe et l'Afrique est quand même bien différente parce que les gouvernants ne sont pas les mêmes. Alors je dis pas qu'en Europe tout est parfait, loin de là. Mais en Europe, on peut quand même facilement critiquer un gouvernement, manifester. Voilà, il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué sur la terre. Je ne parle pas que de l'Afrique, globalement, dans le monde, où quand on revendique, on manifeste, eh bien souvent on est mal traité et parfois on risque sa vie. Ça peut être là aussi. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut tenir compte. 3 nouveaux secteurs interdits au droit de grève au Bénin. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 11 octobre 2022 la nouvelle loi interdisant le droit de grève au secteur du transport, de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Interdire le droit de grève aux travailleurs des secteurs des hydrocarbures, du transport aérien et maritime est grave. C'est une violation des conventions 87 et de la convention 98 de l'OIT. C'est une remise en cause des droits acquis. Il doit pouvoir, le gouvernement du Bénin, que l'OIT a invité à conformer ces lois, notamment le Code du travail, la loi sur la grève, par rapport donc aux interdictions du droit de grève aux paramilitaires et aux agents du secteur de la santé. C'était déjà une violation des conventions. L'application de la loi est sollicitée en raison du contexte sécuritaire de plus en plus exigeant où la défense du territoire national et l'exercice des fonctions régaliennes de l'État commandent que certains secteurs d'activité soient en permanence mobilisés. Pour les ministres de la Justice Séverin Kenoum et de la ministre de la Fonction publique Adidjatou Matisse, il faut pouvoir préserver les organes vitaux de l'économie. Et aujourd'hui, on vient élargir cette violation à d'autres secteurs, au secteur des hydrocarbures, des transports maritimes et aériens. C'est inadmissible, c'est à condamner. Et j'invite les travailleurs du Bénin, de tous les secteurs, à se lever pour dire non à un tel abus. C'est un abus de pouvoir qui ramène notre pays à un siècle passé. Cette autocratie que nous avons connu avec le régime de Mathieu Kérékou qui a été combattu ne peut pas continuer. La CSTB proteste et invite les travailleurs à se mobiliser contre cela et se battre pour la satisfaction de leurs revendications. Cette décision intervient quelques semaines après la grève des contrôleurs aériens du Bénin qui avait paralysé l'aéroport international de Cotonou. Plusieurs députés ont salué l'initiative du gouvernement car selon eux, cette loi vient régler un problème de stabilité et de quiétude au Bénin. Un élément dont il faut tenir compte. Après,
Si on revient à la France et à la CFDT en particulier, la force de la CFDT, c'est 680 000 adhérents qui payent des cotisations et qui lui permettent d'être autonome, voire indépendante. C'est-à-dire que la CFDT, son budget, c'est 70%, c'est les cotisations, donc elle ne dépend d'aucune structure gouvernementale ou autre. C'est-à-dire que si elle veut dire, je mets mon expression entre parenthèses parce qu'elle n'est pas très polie, si elle veut dire merde au gouvernement, et quelle que soit la tendance du gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche, elle peut dire merde parce qu'elle est indépendante et qu'elle a les moyens de dire ce qu'elle pense. Mais pour ça, il faut un rapport de force. Le syndicalisme, je rappelle toujours, le syndicalisme avant tout, c'est un rapport de force. Il faut avoir des adhérents. On peut avoir le plus beau programme de revendication qu'on veut. Si on n'a pas des gens derrière pour porter ces revendications, et pas seulement des responsables, il faut du nombre, il faut des gens. Je voyais bien, moi, quand j'étais responsable de la CFDT à la préfecture de Paris, étant syndicat majoritaire, j'étais pas entendu comme les syndicats minoritaires. J'avais beaucoup plus l'oreille de la préfète ou du préfet que les syndicats minoritaires, parce qu'elle savait que excusez-moi l'expression, je pouvais foutre le bordel si je voulais, vu le nombre d'adhérents que j'avais. Donc c'est ça, on en revient toujours à ce rapport de force. Alors la problématique de l'Afrique, par rapport au nombre d'adhérents, moi ce que j'ai constaté sur les 4 ans dont j'ai suivi ce continent, c'est que la plupart des syndicats, des pays, ont une multitude de syndicats. Alors, moi, je pense que c'est une richesse, mais c'est aussi un affaiblissement. Il faut avoir un choix entre les syndicats, entre 3 ou 4 confédérations, mais au-delà, ça devient très problématique, parce que vous avez des pays, comme le Sénégal, où il y a 20 millions d'habitants, 13 centrales syndicales, et 90% de la population qui est dans l'économie informelle. Donc il y a un problème. Il y a un problème parce que déjà, il y a beaucoup trop de syndicats, je pense, par rapport au nombre d'actifs, de gens qui travaillent, et qu'en plus l'économie informelle, qui représente 90% de cette population, ne se syndique pas, puisqu'ils n'ont pas les moyens de se syndiquer. Souvent, c'est les gens. Je ne vais pas expliquer à vous, amis africains, ce que c'est que l'économie informelle, mais les problèmes qu'elle a dans le poids de l'adhésion. Et la plupart des secrétaires généraux de ces syndicats sont bien conscients de ça. Et il y a une problématique, parce que je pense que la force, elle est là. Elle est dans ce noyau-là. C'est-à-dire que la plupart des pays où j'ai été, moi, en Afrique, les syndiqués sont des gens de la fonction publique. Et souvent dans l'enseignement. C'est principalement les gens qui sont syndiqués et quelques personnes de boîtes étrangères, de grosses boîtes qui sont syndiquées, mais ça ne fait jamais que 2 ou 3% de la population. Et malheureusement, pour se faire entendre, c'est assez faible, voilà. En tout cas, Didier, tu viens de dire un truc très intéressant. Un pays comme le Congo-Brazzaville, par exemple, où les enseignants ne sont pas payés depuis déjà plus de 10 mois. Mmh. Plus de 10 mois, ils n'ont pas de salaire. Mmh. Plus de 50 mois, il y a les retraités qui ne sont pas payés. Si on n'a pas la solution, nous allons dormir ici à la primature. Là, nous sommes devant la gare, non? Voilà, on n'est pas des petits-enfants. S'il pleut, il faut rester dans la maison. Si tu continues à courir pour arriver au village, tu vas te mouiller, ne cours plus. Nous sommes déjà les morts. On ne peut pas mourir 2 fois. La colère monte d'un cran ici à la place de la Liberté ce 16 avril. Ces retraités de la commune de Brazzaville qui cumulent pour certains 11 ans et d'autres 9 ans sans pension expriment leur ras-le-bol. Ces retraités pointent du doigt la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale CNCS qui refuse de retirer leur dossier de l'administration municipale pour traitement alors que le gouvernement a déjà versé 35 milliards 914 millions 34 069 francs CFA. Trop c'est trop, nous sommes prêts à rencontrer le Premier ministre. Pourquoi? Aujourd'hui, tout ce monde que vous voyez là, les papas là, nous sommes devenus comme les fous dans un pays où nous sommes les Congolais. On ne peut pas accepter que 10 ans, la mairie n'a pas pu verser. L'État a pris une bonne part pour dire je prends l'engagement. Pour les 3 milliards qui restent, aujourd'hui rien n'est fait. Qu'on nous donne ce qui est pour nous avant la mort. Ces retraités, déjà fragilisés par le poids de l'âge, peinent à colmater les brèches pour leur survie et estiment avoir épuisé toutes les voies de recours sans suite favorable.
Si on voulait prendre le dossier, nous ne pouvons pas arriver dans ce problème-là. C'est le directeur de la CNCS. C'est lui qui bloque nos dossiers, c'est lui qui bloque nos affaires. C'est lui. Sinon, avec les 3 milliards, on pouvait prendre les 600 dossiers. Puisque nous avons fait un tour au niveau du ministère des Finances. Ils nous ont dit le dossier est bel et bien arrivé. Ils vont programmer. Prenez le dossier. Maintenant, nous, on se pose la question. À qui profite ce bruit-là? La primature, c'est leur dernier rempart, disent-ils, très impatients de voir leur dossier être traité à la CNCS pour enfin percevoir leur pension. Est-ce que ce corps de métier-là ne peut pas avoir un grand syndicat pour faire des revendications? Un exemple, ici à Paris, enfin en France, il y a eu les syndicats de l'agriculture qui a fait un grand tapage. Mais ils ont été entendus par leurs revendications. Parce que le gouvernement voulait qu'on abatte tous les animaux. Eh bien, ils ont revendiqué, ils ont dit, il faut vacciner tous nos animaux et non les abattre. Ils ont gagné. Ils vont être vaccinés. Parce qu'ils ont un grand central syndical, l'agriculture et l'élevage. Or, chez nous, tu viens de le dire, l'économie est informelle. Les grands syndicats, c'est plutôt l'éducation nationale. Il y a aussi les retraités, quelques-uns dans les hôpitaux. J'ai eu un cas, par exemple, de la SNEL. Ce directeur de la SNEL ne payait pas les agents qui y travaillent. C'était 10 personnes qui travaillaient à Pointe-Noire. Ils n'ont pas été payés. Ils m'ont interpellé. J'y suis intervenu. Finalement, le directeur a reconnu. Ils ont été payés. Mais il fallait comme revendiquer. Or, chez eux, en Afrique, quand vous revendiquez, eh bien, soit c'est la prison, soit il y a aussi, on peut aussi tuer des gens en Afrique. Est-ce qu'un syndicaliste africain peut-il être protégé par des centrales syndicales en Occident? Bonne question, mais ça me paraît très compliqué. Au titre du devoir d'ingérence, enfin de non-ingérence, justement. Parce qu'on pourrait très bien dire, qu'est-ce qu'un syndicat étranger vient faire, vient se mêler de nos affaires. Nous avons voulu notre indépendance, notre autonomie, et à juste titre. Donc moi, je n'ai pas à dire, moi, quand je vais dans les syndicats en Afrique, je ne leur dis pas ce qu'ils ont à faire. Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. C'est eux qui connaissent mieux leur réalité. Moi, quand je me déplace dans les syndicats africains, c'est pour voir avec eux, analyser ce que eux, la situation qu'ils vivent et trouver une solution ensemble, mais en partant de leurs problématiques, de leur expérience et de leurs souhaits. C'est pas moi qui vais dire il faut faire ça comme ça, il faut faire ça comme ça. C'est eux qui vont me dire voilà ce qu'on voudrait, et moi avec le peu de connaissances que j'ai, et puis voir si on peut adapter des choses européennes en Afrique, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en même temps, ça ne va pas que dans le sens nord-sud, ça va dans le sens sud-nord. Je disais à mes camarades africains que moi j'avais besoin d'eux, notamment pour avoir des expériences sur les plateformes de l'économie informelle. Parce qu'en France et en Europe, tout ce qui est Uber, tout ça, ces plateformes-là, c'est un peu de l'économie informelle. Et nous, en Europe, on n'est pas très bon là-dessus. Donc on va pas calquer ce qui se passe en Afrique dans l'économie informelle en Europe, mais besoin un peu de l'expérience de l'économie informelle pour voir ensemble et voir les problématiques ici. Donc, c'est pour bien dire que ça ne va pas que dans le sens nord-sud, mais aussi une réflexion et un apport du sud vers le nord. C'est un échange comme ça que je vois les choses. Deuxièmement, non, on ne peut pas, nous, s'ingérer dans les problématiques d'un pays, sauf quand ce sont des entreprises multinationales. Si des grosses boîtes étrangères dans un pays en Afrique, ou que ça soit dans le monde, ne respectent pas des normes, à ce moment-là, on appelle ce qu'on appelle le devoir de vigilance. C'est-à-dire que nous, ici, on doit dire attention, Total ou je sais pas moi, Orange ou des grosses boîtes qui sont en Afrique, ne respectent pas les conditions de travail et les normes. Là, on peut dire des choses. Mais sur une boîte d'un pays nationalisé ou quoi, c'est un peu compliqué. Ou sur de la fonction publique, on pourrait pas dire par exemple comme ça au Congo, c'est papa, allez voir le gouvernement congolais et lui dire ça va pas. Ils vont dire mais de quoi vous vous mêlez, vous êtes français, retournez chez vous. Par contre, on peut très bien dire à nos camarades congolais syndicalistes, ensemble,
dites-moi quelles sont vos problématiques, et on réfléchit ensemble comment vous pouvez y arriver. Mais c'est eux qui doivent agir, c'est certainement pas à nous, et c'est en leur nom, et c'est eux qui doivent agir. Voilà. Nous, on est là que en soutien. C'est comme ça que moi je vois les choses. Hein. Justement, c'est eux qui doivent agir. Voilà pourquoi, pour qu'ils agissent, ils ont besoin d'être formés. Est-ce que notre syndicat CFDT donne des bonnes formations aux adhérents, aux militants des pays étrangers, notamment l'Afrique? Alors, il faut savoir qu'au sein de la CFDT, il y a ce qu'on appelle l'Institut Belleville, qui est l'Institut de coopération. C'est complètement intégré à la CFDT, c'est la CFDT. La déléguée générale, c'est une collègue et une amie qui a le titre de secrétaire confédéral comme moi j'avais quand je travaillais, mais c'est purement de la coopération. Donc c'est elle qui organise des séminaires auxquels je participais sur l'économie informelle, sur la protection sociale et tout ça. Et c'est par ce biais-là qu'on peut voir la formation. Après, il faut savoir que malheureusement, l'Institut Belleville, c'est pas 50 personnes, hein, c'est 3 personnes, en gros, et que après, si on veut faire des formations, il faut trouver au sein des fédérations de la CFDT, parce que la CFDT est organisée en fédération et en union régionale. Elle a 2 jambes. Les fédérations, c'est ce qui représente le professionnel, et les URIS, ce qui représente l'interprofessionnel. Il faut essayer, à travers ces structures, de trouver peut-être des militants responsables, spécialistes dans la formation, qui sont prêts à aller former des gens à l'étranger. C'est un peu, voilà. Et en même temps, ils ont la pratique du terrain, puisque, bon, ils ont la pratique française, mais c'est des gens de terrain, c'est pas dans les structures, voilà. Mais c'est plutôt comme ça que ça marche. Donc, c'est pas toujours évident. Ce qui a été organisé en Afrique, c'était un programme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le programme des Caresses, qui a regroupé 8 pays africains. Et c'était un partenariat CFDT CSI Afrique. Et ça vient de finir, là, ça a fini l'année dernière, ça a été pendant 12 ans. Un programme, la Caresse, c'était un programme de recherche de pratiques syndicales. Et sur les thématiques de protection sociale, économie informelle, voilà. Et il y avait donc 8 pays africains, parmi le Mali, le Burkina, le Niger, le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci Didier. Et d'après les pays que tu viens de citer, j'ai pas entendu le Congo-Brazzaville, mais peut-être que ça viendra. Mais il y a un mot qui m'interpelle, la protection sociale. Dans les pays africains, est-ce que vraiment il y a une protection sociale? Les syndicats pourraient s'en saisir, et pourtant. Non, globalement, il n'y en a pas. Si. Alors parfois, souvent il y a des structures dans des États, dans pas mal de pays, il y a des structures comme des structures de concertation et tout, mais qui ne se réunissent pas. Alors souvent, les syndicats me disent, bah oui, mais on n'est pas, on attend que le gouvernement nous convie. Parfois, je dis, il faut pas attendre. Parfois, il faut un peu forcer le destin. Il faut forcer le gouvernement. Mais c'est pareil. Je suis bien conscient que les gens qui sont parfois au gouvernement sont pas des gens faciles, que c'est parfois des gourmands un peu durs, et que c'est facile de dire en Europe, il faut que solliciter, demander, et même parfois ici on n'a pas de réponse, tout syndicat et même premier syndicat qu'on est, donc je me doute que dans d'autres pays c'est bien plus compliqué. Hein. Moi j'ai vu des militants, je ne citerai pas les pays, en Afrique, des militants qui faisaient grève et qui commençaient un peu à chahuter, on les envoyait, on les déplaçait, on les envoyait dans la brousse. Hein. Quand ça remuait trop. Voilà, c'est une réalité aussi. Il faut tenir compte de ça aussi pour demander aux gens de militer et de faire des choses. C'est que voilà, on risque pas la même chose en France que dans certains pays en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud. Si vous voyez le nombre de gens, et notamment en Asie, le nombre de militants syndicats qui sont arrêtés en prison ou qui se sont expatriés, c'est incroyable. Hein. Voilà. Alors c'est pas réjouissant ce que je dis, mais c'est la réalité du monde. Et je veux dire il faut mettre un peu de politique dedans. Si on met des gens comme Trump qui s'attaquent aux droits sociaux, et normalement il s'attaque à tout ce qui est les structures de l'ONU et du BIT et de l'OIT. C'est-à-dire comment il s'attaque, c'est en diminuant. Il faut savoir que les États-Unis sont le plus gros pourvoyeur de fonds
le plus gros cotisant dans ces structures-là. Et comme ils ont décidé de plus financer ou de diminuer les finances, eh ben du coup, ces structures que sont l'OIT et le BIT perdent de l'argent et sont obligés, c'est la première fois que ça existe, malheureusement, de licencier des personnels. Oui. Eh oui. Alors donc, mon cher Didier, ma peur aujourd'hui, c'est de voir que les syndicats, eh ben, n'ont plus cette force qu'ils avaient dans l'époque. Admettons, quels sont les possibilités de recours d'un travailleur africain si le droit n'est pas respecté dans un pays? Alors, moi je connais des gens, même des enseignants et des gens du privé, qui ne sont pas payés pendant leur congé payé. Donc moi j'ai trouvé ça bizarre, j'ai dit comment vous appelez ça congé payé alors que vous n'êtes pas payé, c'est pas des congés payés si vous n'êtes pas payé. Je ne citerai pas les pays, mais il faut savoir que je connais moi 2 enseignants de lycée privé qui pendant leurs vacances scolaires ne sont pas payés et des gens qui travaillent dans le privé et qui ne sont pas payés pendant leur mois de congé. Alors que dans ces pays, normalement, il y a des lois qui disent qu'il faut payer, sauf que chacun fait un peu ce qu'il veut. Et que quand je parle je dis, il peut pas y avoir un contrôle par les inspections du travail et tout ça, on me dit, l'inspection du travail, voilà. Voilà. Mais voilà, il y a du boulot. En tout cas, nos militants dans des pays qu'on n'a pas encore cités, qu'on ne veut pas citer, de toute façon, ils se connaîtront. Il y a du travail pour les militants. Et je pense que ces pays-là, ces militants syndicaux de ces pays, notamment les pays africains, doivent vraiment se tourner vers les pays occidentaux pour qu'on les aide et notamment à les former et puis aussi à construire une sorte de protection de ces personnalités-là qui méritent parce que quand même, ils ont des familles, ils ont une vie, il faut bien qu'ils soient protégés. Ça devait être des personnes protégées. Alors, tu as tout à fait raison. C'est vrai que effectivement, nous on peut intervenir en termes et pas spécialement, bien sûr en termes de formation, mais en termes, une formation, c'est pas spécialement une formation un peu ce type de scolaire, mais ça peut être ça peut être des séminaires réguliers avec des évaluations. Ça aussi, c'est de la formation. Et surtout, c'est aussi quand même que des gouvernants, quand ils savent que des pays étrangers participent à des choses, ils font quand même attention à se tenir un peu plus correctement quand ils savent qu'il y a des intervenants étrangers qui sont regardés par d'autres pays. Mais voilà, mais c'est vrai que malheureusement, les temps sont pas faciles pour les syndiqués, où qu'ils soient, hein, parce que effectivement, souvent on gagne, mais je peux prendre un effet où on a quelque part perdu. Bon, là, la réforme des retraites, elle est mise sous le biais pour l'instant. Mais il faut quand même se rappeler que pendant 3 ans, 4 millions de personnes sont descendues. Je ne sais pas combien de manifestations on a faites. Et Macron n'a pas, alors que la droite et la gauche auparavant avaient cédé. En 82, Mitterrand a enlevé son projet de loi sur l'école privée, quand il y a eu plus d'1 million de personnes qui sont descendues dans la rue. Oui. Et Chirac alors lui, il a fait une chose qui n'avait jamais été faite par un président. Il a abrogé les décrets de loi qu'il venait de mettre en place sur le CPE. Après toutes les manifestations de jeunes qu'il y avait eu, c'était De Villepin qui était Premier ministre. Moi, je me souviens avoir manifesté et tout à l'époque. Il y avait eu la loi avait été promulguée, il y avait eu les décrets de loi. Le président Chirac avait retiré parce qu'il s'est dit, non, comme Mitterrand, il a vu qu'il y avait énormément de gens dans la rue, il a dit, là, ça va pas. Il n'y a que Macron qui a continué à s'obstiner à faire cette fameuse réforme des retraites que la majorité des Français ne voulaient pas. Bon, là maintenant, finalement, au bout de quelques années plus tard, il la met en veille. Mais voilà, donc c'est pour dire que voilà, il faut aussi avoir des gens de bonne volonté quand même en face de nous. Et visiblement, c'est souvent de plus en plus dur, malheureusement, où que ça soit. Alors, le conseil qu'on pouvait donner, effectivement, plus qu'on est nombreux, plus qu'on agit dans ces structures-là. Alors, chers syndiqués, chers militants, ne soyez pas seuls. Essayez de ramener du monde dans votre entourage pour que vous essayiez d'agir dans la société. Maintenant, ma question est de savoir quels sont les droits et les devoirs d'un syndiqué.
Alors, comme toute personne, un syndicalisme, tu as bien raison, a des droits et des devoirs. Le droit, c'est d'être défendu, d'être informé, d'être formé. À la CFDT, c'est ça. Quand quelqu'un adhère, sur son bulletin d'adhésion, il y a marqué que ça lui permet, le fait d'adhérer lui permet d'avoir une formation, d'avoir des formations s'il le souhaite, c'est pas obligatoire, mais c'est s'il le souhaite, d'être défendu s'il est attaqué, d'avoir une protection juridique, mais à un certain niveau, il faut que ça soit, voilà, on a un accompagnement juridique plutôt, et d'être informé, c'est-à-dire qu'il y a informé par mail, informé par un petit journal régulièrement sur des informations concernant le monde du travail en France, en Europe et à l'international. Il y a toujours une petite rubrique internationale aussi, et puis européenne, parce que l'Europe est très prédominante dans tout ce qui arrive. Les directives européennes sont très importantes pour le monde européen. Donc voilà, il y a ces droits-là. Mais après, l'adhérent a des devoirs, c'est-à-dire qu'il doit respecter le fonctionnement de l'organisation. Pour ce qui est de la CFDT, il ne peut pas être xénophobe, raciste et appartenir à un mouvement d'extrême droite. Oui. Ah oui. Ça, c'est important. Ça peut être un motif de refus d'adhésion. On ne peut pas prôner la discrimination dans une organisation comme la CFDT. Donc voilà, il y a ces droits-là. Et puis alors après, c'est du bénévolat. C'est ça le problème d'un syndicalisme, c'est que quand on est militant syndical, on est sur du bénévolat. Le responsable du syndicat doit faire travailler une équipe sur une base de volontariat, ce qui est beaucoup plus dur que chez un patron ou chez une administration où il y a un salaire, où il a le bâton et la carotte. Là, quand on est dans une équipe syndicale et qu'on est militant, on est militant parce qu'on le veut bien et bénévolement. Souvent, on n'est pas payé. Il n'y a pas de droit syndical, ou très rarement du droit syndical comme en Europe. Et donc, voilà, si le militant il est pas content ou si ça va pas, il dit écoute, il dit au secrétaire de syndicat, je m'en vais, puis voilà, démerde-toi. Donc c'est pas facile d'être secrétaire de syndicat. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, merci Didier, tu as donné une bonne réponse et je sais que tu disais que tu connais pas beaucoup, mais en fait, je me rends compte que tu en connais beaucoup de choses. Alors, le point sur lequel je voudrais porter l'attention, c'est le paritarisme. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je suis tout à fait pour le paritarisme, mais encore une fois, il faut faire attention. Ça a des limites. Par exemple, à la CFDT, on prône beaucoup le dialogue de branche par branche avec le moins d'États possible. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça prouve qu'on est des adultes et qu'il faut qu'on apprenne à faire des compromis. Les compromis, c'est pas de la compromission. C'est trouver un momus vivendi, quelque chose où tout le monde est gagnant-gagnant. Dans une négociation, il faut que chacun sorte la tête haute, gagnant-gagnant. Il ne faut pas de perdant et de gagnant. Ça, c'est très bien. Mais quand je parlais tout à l'heure des États ou des pays où des gens ne sont pas payés pendant les congés payés, là, ça peut pas être une négociation par branche, parce que les patrons font ce qu'ils veulent. Il faudrait que là, par contre, il y ait une loi cadre, et que le gouvernement fasse appliquer cette loi, disant il faut payer les gens en congés payés. C'est pour ça qu'il faut bien tenir compte des réalités des pays où on est. On ne peut pas calquer un syndicalisme français en Afrique comme ça, c'est pas possible. Par exemple, on est contre le droit, tout le monde est contre en gros, globalement, tout le monde est contre le travail des enfants. Moi, j'ai participé à une conférence internationale à Durban, en Afrique du Sud, contre le travail des enfants. Conférence internationale tripartite. C'est-à-dire qu'il y avait les membres du gouvernement, les patrons et les syndicalistes du monde entier qui étaient réunis pendant 4 jours à Durban. C'était présidé par le président d'Afrique du Sud, par l'OIT et par la France, c'était une présidence tournante, là c'était la France. Et donc nous dans la délégation, moi je faisais partie de la délégation française et je représentais les salariés français. Il y avait la représentante du ministre, avec son assistante, il y aurait dû avoir un patron et le représentant des salariés. Il n'y avait pas de représentant des patrons, ils n'ont pas des français, je parle. Ils n'ont pas dit venir. Et donc, moi, je représentais les salariés français.
Et on s'est retrouvé là-bas, alors qu'il y avait le vice-président de Coca-Cola qui siégeait et tout là-bas. Le problème qu'il y a, c'est que moi j'étais à cette conférence, 15 jours avant j'étais au Burkina. Au Burkina, le travail des enfants est, comme dans beaucoup de pays africains, prépondérant. Alors, quelle fut ma surprise déjà de voir que ces enfants qui travaillent dans les mines, souvent c'était pas des mines françaises, mais des mines canadiennes. Et quand j'ai parlé avec les camarades burkinabés, ils m'ont dit, mais Didier, il y a des lois au Burkina qui interdisent le travail des enfants, sauf qu'on ne peut pas les appliquer comme ça, parce que si on les applique comme ça, demain, ça va être la révolution. Le pays va éclater, parce que ça fait partie prépondérante de l'économie du pays. Alors, je me suis dit avec eux, comment on peut faire pour améliorer les choses? Donc, dans un premier temps, et ça m'a valu des drôles de regards quand je suis rentré en France, parce que moi, quand je regarde les choses, je regarde pas ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas. Je regarde ce qu'il y a, et je rapporte ce qu'il y a. Que ça aille dans mon sens ou pas dans mon sens, je rapporte. Après, comment on fait évoluer les choses, ça c'est autre chose. Mais la réalité, elle ne se discute pas. C'est une réalité, c'est un fait. Elle est comme ça, c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, comment on fait pour sortir ces enfants-là? On ne va pas les sortir du jour au lendemain. Donc, il faut accepter dans un premier temps qu'il y ait le travail des enfants. En Europe, c'est terrible, hein, alors que même en Europe, dans les anciens pays de l'Europe de l'Est, il y a beaucoup de travail des enfants. Hein. Mais ça, on n'en parle pas trop. Donc, j'ai dit, ici, quand je suis rentré en France, j'ai dit, il y a un travail des enfants, pour l'instant, c'est comme ça, il faut faire avec. Comment on fait pour améliorer les choses? En parlant avec les responsables des syndicats burkinabés, on s'est dit, il faut travailler dans le temps. Le syndicalisme et la politique, ils ont ça de commun, c'est que ça travaille dans le temps. La démocratie, elle a besoin de temps. Ce ne sont pas des choses, ça va en contresens de la vie actuelle où on veut tout de suite. Là, c'est pas possible. Donc, je dis, il faut voir les conditions de travail des enfants, qui sont déplorables. Ils travaillent sous-sol, avec des drogues pour pas trop tenir compte de la réalité. C'est vraiment affolant quand ils m'ont raconté là, un syndicaliste, un responsable d'un syndicat burkinabé a voulu descendre. C'était un papa un peu ancien qui voulait descendre et au début il voulait pas le laisser descendre parce que c'était terrible. Il a quand même voulu aller voir, il m'a raconté. Et donc c'est de dire, dans un premier temps, il faut regarder les conditions de travail de ces enfants. Dans un deuxième temps, il faut voir comment 2 ou 3 heures par jour, ou par semaine dans un premier temps, on les sort de là pour les former et les envoyer à l'école. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, vous devez le savoir mieux que moi, c'est qu'on dit toujours que c'est les enfants qui envoient les parents qui envoient les enfants travailler, mais on m'a dit qu'il y avait des enfants qui allaient travailler en cachette pour avoir des sous. Qui disaient aux parents, je vais au collège ou au lycée, mais qui en réalité allaient travailler. Donc ça, tout ça, on ne sait pas quand on est en Europe. On n'a pas cette vision-là. Et c'est pour ça que je me suis dit, bien sûr, je suis contre le travail des enfants, mais pour l'instant, c'est une réalité et il faut faire avec cette réalité. C'est pas en disant, c'est pas bien, que ça va, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est comme, il faut tenir compte aussi, ce que j'ai remarqué, quand on travaille en Afrique, il faut tenir compte des ethnies, des villages, des poids des chefferies et tout ça, c'est important. Tout ça, en Europe, on n'a pas cette réalité-là. Mais quand on est là-bas, il faut enlever ses yeux européens et mettre ses yeux africains. Enfin, essayer de mettre des yeux africains. C'est ce que j'essaye de faire, moi, pour essayer de comprendre et d'accepter parfois des choses que moi, je me dis, bah tiens, je suis pas trop pour, mais si là-bas ça marche, eh ben ça marche là-bas et c'est très bien comme ça. Mais vraiment, merci Didier, tu as touché un point très important, le travail des enfants. Regardez ça en RDC, et les gens qui sont dans les carrés miniers sous la terre, ils meurent. Et ça, j'ai eu une expérience là-dessus, où en RDC, il y a des enfants qui meurent sous la terre pour aller chercher de l'or, de combattre, pour donner des matières dans les pays occidentaux. Et je pense que ces pays occidentaux, les entreprises occidentales, ils ferment les yeux. Parce qu'ils savent, bon, ce sont des enfants ils sont pas bien payés. Et pourquoi aussi les enfants travaillent? Parce que les parents n'ont pas de boulot. Et donc, ce sont souvent les enfants qui donnent à manger aux parents. Et ça, je pense que nos pays, les États africains doivent en prendre compte. Ici, nous nous trouvons sur la carrière de Belbak, où les familles cassent la pierre à longueur de journée.
Et comme vous pouvez le voir, les enfants sont mis à contribution et cassent les pierres. Il y a environ 90 familles qui travaillent sur le site où nous nous trouvons et cela représente un peu plus que 180 enfants. La casse des pierres constitue l'une des pires formes du travail des enfants, du fait de l'impact sur la santé de ces enfants et du fait que les enfants sont complètement retirés de l'école. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les enfants sont mis à contribution directement par les familles et le travail des enfants contribue réellement à augmenter le revenu de la famille. UNICEF travaille en étroite collaboration avec les différentes autorités régionales et locales. UNICEF travaille aussi avec les ONG qui sont impliquées dans la protection de l'enfant pour trouver des mesures alternatives. Donc l'idée c'est de retirer les enfants de ces pires formes de travail, de les réintégrer en milieu scolaire, de pouvoir aussi accompagner la famille à travers des cash transferts ou alors des activités génératrices de revenus. L'idée c'est vraiment leur montrer que l'enfant a des droits, que l'UNICEF et les partenaires gouvernementaux sont prêts à accompagner les familles, à s'assurer que les enfants aient accès à l'éducation. Et tu vois, ça c'est un truc, c'est effectivement, et c'est là que je disais tout à l'heure, je parlais du devoir de vigilance. Quand c'est des boîtes, par exemple, comme les boîtes canadiennes qui gèrent les mines, il faudrait que les syndicats canadiens exigent d'avoir un devoir de vigilance et un droit de regard sur le fonctionnement des salariés dans les mines africaines, et notamment sur le travail des enfants. Et quand c'est des boîtes françaises, il faut que les boîtes françaises exigent d'avoir un genre de comité technique paritaire dans le pays pour voir comment ça fonctionne. Ça, on peut l'exiger quand c'est des boîtes qui sont pas africaines. Ça, on peut le demander. Et une autre réflexion pour dire, c'est toujours pour montrer le décalage aussi quand on a la réflexion. Quand je suis arrivé au Burkina, c'était juste après la Covid, et j'ai demandé s'ils avaient été confinés, les copains burkinabés. Ils ont rigolé, ils m'ont dit oui, on a une lettre du gouvernement qui nous disait qu'il fallait qu'on reste chez nous. Et alors j'ai dit, vous avez fait quoi? Ils m'ont dit, on a écrit au gouvernement, à l'époque, hein, c'était pas la reine de maintenant, ils ont écrit au gouvernement de l'époque, leur disant donc au gouvernement, vous nous laissez le choix de mourir de deux façons. Ou on meurt de la Covid, ou on meurt de faim, puisque nous c'est l'économie informelle, et l'économie informelle, ça se fait à l'extérieur. Si on reste chez nous, on va mourir de faim. Et moi qui suis européen, j'avais pas pensé à ça. Je me suis dit, mais Didier, tu es con. Pourquoi t'as posé cette question? Et c'est là que c'est là les réalités qui changent. Effectivement, en Afrique, c'est pas possible d'être confiné, puisque tout se fait à l'extérieur. Ou sinon, on crève de faim. C'est pour ça que je dis, quand on va dans un pays, qu'on veut aider un pays, il faut tenir compte et accepter les réalités de ces pays-là. Même si parfois on se dit, ben, je suis pas trop d'accord avec ce qui se passe, ben, c'est comme ça, et il faut faire avec. Et je vais dire plus loin, là c'est un truc un peu politique, mais ça peut toucher le syndicalisme. Quand je disais, ça peut être une faiblesse le nombre de syndicats. Je ne dis pas qu'il faut qu'un seul syndicat, je ne suis pas pour un syndicat unique. Mais, j'écoutais un discours de Houphouët-Boigny en 1960, juste après l'indépendance, avec des journalistes, où les journalistes posaient des questions sur le pluripartisme et le plurisyndicalisme. Et lui disait, mais non, moi je ne suis pas d'accord, parce que si on fait un parti, si on fait plusieurs partis, il va y avoir le parti des BT, le parti des Djoula, le parti des... Chacun va vouloir son parti, et il y a 70 ethnies en Afrique. Et ça, c'est une réalité.
C'est une réalité que la France n'a pas. Enfin, maintenant, la France, elle avait ça il y a je sais pas combien de siècles, mais la France, elle a fédéré. Il y a quelqu'un qui a fédéré parce qu'il y avait les Bretons, il y avait les Corses, il y avait tout le monde. Les Auvergnats. Il y a quelqu'un qui a fédéré tout ça et ça a donné le français. En Afrique, souvent, la seule chose qui fédère, c'est la langue. En l'occurrence, en Afrique francophone, c'est le français. Mais il faut tenir compte de ces réalités ethniques qui sont très importantes. Et des coutumes, et de la culture. Et oui, les sages, il faut aussi respecter les anciens, et c'est comme ça l'Afrique. Alors là, on a parlé des enfants, c'est très important. Et les femmes alors? Et les femmes. Et les femmes. Comme je disais tout à l'heure, la CSC Afrique organise régulièrement, chaque année, au moins un, parfois deux, mais régulièrement, une rencontre des femmes des syndicats africains. Alors, l'avantage, c'est que c'est bien, c'est des moments importants parce qu'elles permettent d'échanger entre elles et que souvent, j'ai vu, même, il faut se le dire entre nous, parfois il y a des problèmes entre syndicats, entre responsables de syndicats, entre confédérations syndicales. Dans des pays, comme en France, il peut y avoir des problèmes, mais généralement, ce qui fonctionne très bien, c'est le travail intersyndical des militants de base. Les jeunes, les femmes font des groupes de travail intersyndical et ça fonctionne bien. Parce que j'allais dire, les chefs ne sont pas là. Il n'y a pas d'enjeu de pouvoir, j'allais dire, voilà. Donc, ils travaillent sur les mêmes choses. Le problème qu'il y a, c'est que ce que je disais, c'est que on fait des grands raouts comme ça dans l'année, où tout le monde se voit, on échange et tout. Mais du coup, quand elles reviennent chacun dans leur pays, c'est plus compliqué. Parce que déjà, même quand on est un homme, c'est pas évident. Quand on est une femme, c'est encore moins évident. Hein. Mais elles s'organisent. Moi, j'ai vu, on a fait un programme au Sénégal pour les femmes transformatrices de produits halieutiques, de tout ce qui concerne la transformation des poissons. Pour travailler comme ça, je ne vais pas vous cacher que moi, l'idéal, bien sûr, on travaille avec un syndicat partenaire africain, bien sûr, la sénégalais en l'occurrence, mais avec une ONG africaine, sénégalaise. Et avec l'OIT de Dakar, avec le bureau de l'OIT de Dakar. Et avec ces trois structures, ça marche très très bien. On a une militante extraordinaire d'un syndicat sénégalais, qui est à la retraite, mais qui milite super bien, et qui s'entend très bien avec l'OIT, avec les représentants de l'OIT, de Dakar, avec l'association dont je parle, l'ONG sénégalaise, et nous, on a été là-bas, avec la déléguée générale de l'Institut Belleville, puisque c'est de la coopération, et on a réussi à négocier un terrain, enfin 2 terrains dans 2 villages, au bord de la mer, au Sénégal, avec des bâtiments. Et nous, on a acheté les clés de séchage et les fours pour ces femmes, pour pouvoir avoir du poisson qui soit plus hygiénique et tout ça. Et on les a surtout alphabétisés. Tout ce qui était alphabétisation a été fait par l'ONG sénégalaise. Et ça, les femmes nous en remercient beaucoup, parce que ça leur a permis de voir, elles qui ne savaient pas lire et écrire, de se rendre compte de l'importance qu'il y avait quand elles achetaient le poisson et quand elles revendaient, le bénéfice qu'elles pouvaient voir par rapport à leur travail. Ouais. Alors là, Didier, tu as touché aussi un point culminant, l'école. Je pense que le point qui fait déficit dans nos pays, c'est l'éducation scolaire des enfants. Et là, je ne parle pas de la santé. Et aujourd'hui aussi, si on peut parler de la santé, c'est nul. Les gens ne se soignent pas correctement dans nos pays. Comment voulez-vous que les syndicats ne peuvent pas en prendre en charge ce problème de syndicats au milieu scolaire, au milieu sanitaire? Et la santé, c'est la vie quand même. Non. Par contre, on a travaillé avec, je dirais pas dans le pays, mais on a travaillé avec pays africains. Il y a une couverture maladie universelle, une CMU. On a aidé à travailler les syndicats africains de ce pays à obtenir ça. Alors après, le problème, c'est qu'il faut que chacun joue le jeu. Parce que au début, c'est vrai que les gens avaient du mal à cotiser pour ça, mais à un moment donné, elles ont compris, la plupart des gens ont compris, les personnes, que c'était important, qu'elles ont cotisé. Mais malheureusement, le gouvernement ne fait pas toujours ce qu'il faut, et du coup, les pharmaciens qui doivent n'acceptent pas la carte parce qu'ils disent il y a une partie qui n'est pas remboursée ou on me tarde à me rembourser, tout ça. Voilà. Pour que ça réussisse, il faut que chaque acteur joue son rôle. Le syndicat, le gouvernement et le salarié. Ouais. Si un ne joue pas le rôle, c'est foutu. Et ça fout tout le truc en l'air. Il y a du boulot. Parce que
les Africains, les gouvernants africains ne pensent pas à la protection sociale. Il y a la CNPS au Congo-Brazzaville. Mais l'argent s'envole. On ne voit pas où va l'argent, alors que les gens cotisent. Mais l'argent disparaît. Et c'est là... Elle existe, mais sauf que l'argent ne va pas où il devrait aller. Ouais. Et c'est là où doit avoir le rôle des syndicats. Et donc, s'il y a des syndiqués ou des syndicalistes qu'on devrait vraiment protéger, ce sont ces gens-là qui surveillent où va l'argent et pourquoi. Si on ne peut pas vraiment arranger, faire que l'argent que les gens cotisent puisse servir à ces personnes-là, on ne fera pas un grand pas. On ne pourra pas faire un grand pas. Moi, je connais pas le fonctionnement du Congo-Brazzaville et c'est vrai que moi sur l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, je connais moins. Je sais pas que je connais très bien l'Afrique de l'Ouest, mais je connais un peu mieux. Je sais pas le fonctionnement, mais il faut savoir que même dans des pays en Afrique du Nord, il y a toutes les structures d'une démocratie. Il y a le Conseil de dialogue national qui existe, sauf qu'ils ne se réunissent pas. Donc c'est une démocratie un peu bafouée puisque la structure existe, mais le gouvernement ne la réunit jamais. Et donc déjà, je ne sais pas ce qui existe au Congo-Brazzaville, mais peut-être qu'il existe ces choses-là, et c'est déjà comment on fait fonctionner ces choses qui existent. Si ça existe. Comment on les fait fonctionner? Ça veut dire que c'est au syndicat de ne pas attendre que le gouvernement dise « on va vous convoquer à une réunion », c'est de dire « nous on veut des réunions ». Mais pour dire ça, il faut avoir du nombre derrière soi. Et pour être protégé aussi. Parce que si c'est une ou deux personnes, j'ai peur malheureusement qu'elles se retrouvent parfois mal embarquées, quoi. Alors que s'il y a plusieurs personnes, ça sera plus compliqué. D'où la possibilité des gens qui s'engagent dans le syndicat dans ces pays africains, il faudrait qu'ils aient, disons, entre guillemets, une protection à l'étranger, à Bruxelles, pourquoi pas à Genève. Voilà. Ça ne sera pas une protection directe, mais ça sera le pays concerné sera que ces personnes, ces militants, sont regardés par le monde à l'étranger. C'est un peu là-dessus. Oui, parce que on ne peut pas comprendre, par exemple, ce qui vient de se passer la semaine dernière. Trump va aller chercher un président dans son pays parce qu'il gère mal le pays, parce que c'est un dictateur. Bon, après il embarque chez lui. Mais il voit bien ce qui se passe en Afrique. On ne fait rien. Deux poids, deux mesures. Mais si je prends un exemple, Après, on peut être contre ou pour, c'est pas le problème. Je prends cet exemple pour la démonstration. Il y a eu des débats au sein de l'OIT sur l'homosexualité, pour que ça soit un droit ouvert et tout, et que ça soit reconnu officiellement. Eh ben, les Américains, avec la plupart des pays du Moyen-Orient, du Golfe, on fait un blocage et on dit aux pays européens, on dit si vous allez là-dessus, ben nous on va bloquer, on financera pas certaines choses. Ah, c'est pas évident. C'est comme ça que ça marche. C'est tout un enjeu comme ça. Parce que je me souviens, moi j'ai eu des réflexions, mais tu te rends compte, ils n'acceptent pas et tout. Mais quand on va en Afrique, bon moi je m'en fous, moi je suis pour le mariage, c'est pas le problème. Mais je conçois qu'en Afrique ça soit problématique. Parce que c'est pas dans la culture, parce que il faut toujours se mettre à la place des gens où on est. Et on peut pas exiger que le monde soit comme on voudrait qu'il soit chez nous. Moi qui je suis pour aller dire, il faut faire comme ça, parce que moi j'ai la vérité, vous n'avez pas la vérité, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Il faut accepter que culturellement, c'est pas dans les pratiques du pays, et que c'est comme ça. Alors, après, de là à les poursuivre et les chasser, ça c'est autre chose. C'est inacceptable. Mais de dire, il faut qu'ils fassent du prosélytisme, et de défendre tout ça, ça, moi, je peux comprendre que ça soit pas la volonté de ces pays. Et donc, Trump, enfin, pas Trump en direct, mais ces personnes qui bossent pour les États-Unis avec lui, dans ces structures-là, font des blocages sur tout ce qui est comme ça. Et du coup, disent, on va diminuer, déjà, ils ne participent plus au financement de l'UNESCO. Ah oui, ouais, ça c'est vrai. À l'ONU, il diminue, et à l'OIT. Et donc, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour la première fois, je crois que l'OIT va licencier 120 agents. Eh ben, 120 personnes qui seront licenciées, ça veut dire que il y a des choses qui ne pourront plus se faire, car ces personnes-là qui le faisaient ne sont plus là. Alors, est-ce que
on va vers la fin de ces organismes-là ou pas? Je ne pense pas. En plus, moi, je défends ces organismes-là, mais après, la problématique, c'est leur fonctionnement. On peut être pour une structure et après, c'est le fonctionnement de cette structure. Alors, mon cher Didier, on vient de sortir de l'école. Tu nous as donné une très bonne leçon de syndicalisme. Il me reste deux petites questions. Oui. Toi qui as fait l'Afrique, Oui. quelle est ton expérience syndicale africaine? Qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion? Alors, je vais essayer d'être réaliste. Moi, j'analyse le syndicalisme, je dirais pas le syndicalisme africain, je dirais le syndicalisme en Afrique francophone. Et en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Ouest, parce que je ne connais pas les syndicats d'Afrique centrale, ou très peu. Je connais des personnes, mais je n'ai jamais été dans un syndicat en Afrique centrale. Et quand j'ai été en Zambie et au Kenya, c'était pour des réunions, c'était pas voir des syndicats, c'était des réunions de la CSC Afrique. Je connais un peu Madagascar, voilà, mais sinon je connais plus l'Afrique de l'Ouest. Ce que j'en déduis moi de l'Afrique des syndicats en Afrique de l'Ouest, et je peux peut-être penser que c'est comme ça dans le reste de l'Afrique francophone, c'est la faiblesse, c'est une faiblesse des syndicats africains. Cette faiblesse est due au peu de militants qu'ils ont, d'adhérents. Je parle même pas de militants, je parle des adhérents au départ. Ce qui ne permet pas d'avoir le rapport de force et le pouvoir financier d'être autonome. Et quand j'étais au Togo, j'avais demandé un peu à des secrétaires généraux de syndicats togolais un peu l'histoire du syndicalisme togolais. Mais ce syndicalisme togolais, on m'a dit on peut le reporter dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest. C'est qu'au départ, il y avait un syndicat unique, comme un parti unique au moment de l'indépendance, qui ont participé à l'indépendance des pays. Et une des problématiques, c'est que Mitterrand, lors du sommet France-Afrique, la Baule, a parlé de démocratie, a dit qu'il fallait plus de démocratie en Afrique. Et la plupart des dirigeants africains ont dit qu'il faut libéraliser le syndicalisme et créer des confédérations. Mais entre un syndicat unique et une multitude de syndicats, je crois que c'est en RDC, c'est affolant, il y a 240 confédérations syndicales. Je veux dire, c'est pas possible, même si le pays est grand, c'est pas possible, ça peut pas aller. Et moi, c'est ce que j'ai dit à la CSC Afrique, aux responsables de la CSC Afrique. J'ai dit, moi, parce que au titre de partenariat, parce qu'on est partenaire de la CSC Afrique, la CFDT, on avait une réunion en marge des réunions de la CSC Afrique avec les syndicats africains. Je leur disais, c'est une des problématiques. Ils me disaient, oui, mais en France, vous avez la même chose. Je dis, en France, on a la même chose, mais en France, on n'a pas 35 confédérations syndicales. On en a en gros 5 grosses. Et on a beaucoup d'adhérents. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait plusieurs syndicats. Je dis qu'il faut avoir les moyens d'avoir plusieurs syndicats. Pour le moment, c'est pas ça. Donc, il faut. Qu'est-ce qu'on fait pour fédérer? Mais le problème, c'est aussi, ça vient des gouvernements. Comment les gens puissent militer ou adhérer sans avoir peur d'avoir de la répression? C'est ça aussi. Je veux dire, moi, je me mets à la place des responsables des syndicats africains. C'est pas évident pour eux. Voilà, sans compter qu'en plus, dans certains syndicats, dans certains pays, il y a des luttes de pouvoir entre syndicats. Alors déjà que les syndicats sont pas très costauds, mais en plus, excusez-moi l'expression, s'ils se bouffent entre eux, ça va plus le faire, quoi. Et ça donne le champ libre au gouvernement. Je ne parlerai pas d'un pays où j'ai été à un moment donné, un pays qui vit malheureusement des heures très compliquées. Il y avait 2 grosses confédérations. Alors ça s'est un peu amélioré parce que le gouvernement, ça peut être aussi une chance pour réconcilier les syndicats, c'est quand il y a une junte au pouvoir ou un syndicat tellement dur que finalement les syndicats disent on met nos conflits internes en sommeil et voilà, ça peut fédérer un peu la force syndicale. Mais si ça fédère pas, c'est une catastrophe pour les syndiqués, parce que du coup, des syndicats qui se battent entre eux alors qu'ils ont un gouvernement où il faudrait avoir des syndicats renforcés et fédérés pour pouvoir revendiquer, c'est problématique. Et juste aussi une chose, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que les pays les plus riches
en Afrique, quand je parle de plus riche, c'est la richesse du sous-sol. J'enlève l'Afrique du Sud. Il y a la RDC et la Guinée-Conakry. RDC, je connais pas, je n'ai jamais été. Guinée-Conakry, j'ai été. C'est quand même malheureux que ces deux pays qui ont les sous-sols les plus riches ont les populations les plus pauvres. Hein. C'est inversement proportionnel. Une autre chose, moi ce qui m'a fait plaisir, alors ça c'est pas trop pour nos petits camarades belges, mais c'est comme ça, les diamants qui venaient d'Afrique du Sud et qui étaient taillés souvent à Anvers, maintenant le plus souvent ils sont taillés au Botswana. Et je trouve que c'est plus logique. Puisqu'au Botswana, il y a la compétence, il y a le savoir-faire. Pourquoi faire des milliers de kilomètres à des diamants, alors que sur place, il y a la connaissance, la compétence. Voilà. Et donc maintenant, de plus en plus, les diamants qui viennent d'Afrique du Sud sont taillés au Botswana et plus à Anvers. Oui, Didier, j'ai vu ça. Et les Botswanais, en tout cas, ils commencent à avoir une meilleure vie par rapport aux autres pays africains. Et c'est ça qu'il faudrait que les Africains fassent. S'ils ne le font pas, ça va être compliqué. Tu as parlé que tu ne connais pas le Congo-Brazzaville. Je viens d'entendre qu'il y a déjà il y a 50 mois sans payer. Comment on peut vivre si 50 mois ne payent pas les salaires? Si les enseignants qui donnent le savoir, eux, ne sont pas payés pendant plus de 10 mois. Et ne parlons pas des hôpitaux, l'économie informelle. Parce que l'économie informelle marche avec l'argent qui fait rentrer ceux qui travaillent, les fonctionnaires par exemple. Mais eux ne sont pas payés. Comment faire marcher l'économie informelle? Voilà ce que doit faire l'Afrique. L'Afrique doit résoudre ce problème, et notamment la corruption. Tu as parlé de la RDC. Mais la RDC, c'est très corrompu. Je connais la RDC. On ne peut pas vivre dans des pays où la corruption est devenue monnaie courante. Et ça, ce sont les gouvernements qui doivent. Il y a une chose aussi, moi, mais alors ça dépasse même mais ça fait partie aussi du syndicalisme, même si c'est pas directement sur les travailleurs. C'est que il y avait un projet, la CSI travaillait aussi là-dessus, en termes de vision professionnelle, sur une fédération africaine. Comment ça s'appelle? La CELAC, je sais plus le titre. C'était faire un marché commun africain. Et moi, je trouve que c'est très important parce que le problème de l'Afrique, pour moi, le gros problème, c'est les communications. On dirait que tout est fait pour que les gens ne puissent pas se rencontrer. Les routes ne sont pas entretenues, les chemins de fer, ça va ce que c'est, et les avions sont hyper chers. Moi, je me souviens quand j'ai dû aller à Durban, j'étais à Dakar. Je me suis dit, je vais faire Dakar-Durban. Mais j'ai eu plus vite fait de retourner à Paris, de faire Dakar-Paris, puis Paris-Johannesburg et Durban, que de faire Dakar-Johannesburg. Je sais pas combien j'avais d'escales, combien d'heures, c'était affolant. Hein. Donc j'ai dit, je rentre à Paris. Et c'est moins cher de faire Paris-Dakar que de faire faire Tananarive-Dakar. Hein. C'est aberrant les prix des billets en Afrique. Je veux dire, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de communication. Et juste aussi, ça c'est une chose qui va dans ce sens-là, c'est moi quand je vais en Afrique, j'essaye de voir des gens qui ne sont pas syndicalistes et politiques, de voir des habitants lambda. Et je parlais avec un professeur d'université qui me racontait, dans un pays, il me dit voilà, le problème qu'on a, c'est qu'ici les routes en ville sont super bien, goudronnées, tout c'est parfait. Mais il me dit, imagine, quand tu sors d'ici à 30-40 km, les paysans qui récoltent les choses pour aller au marché, pour les vendre, quand il pleut, eh ben ils perdent de l'argent, parce qu'ils ne peuvent pas transporter leurs marchandises sur les marchés. Donc tout pourrit. Parce que les routes ne sont pas entretenues ni rien. Ben voilà, ça c'est des choses, c'est la vie quotidienne ça. Didier, tu as tout dit. Les infrastructures routières en Afrique, c'est pas qu'elles ne sont pas entretenues, ça n'existe quasiment pas. Ça n'existe pas. Donc, les infrastructures routières dans les pays africains n'existent pas. Ou alors très très peu. C'est pas leur problème. Les chemins de fer, pour parler seulement du Congo-Brazzaville que je connais un peu, les chemins de fer Congo-Océan, il n'y a rien, ça n'existe plus. Alors que si on peut amener à manger
Le transport, c'est la route ou les voies ferroviaires, parce que l'avion est cher. Donc, les routes, il n'y en a pas. Le chemin ferroviaire, ça n'existe pas. Bon, maintenant, si on veut prendre les bateaux pour aller, par exemple, à Kinshasa, mais les bateaux aussi, c'est cher. Il n'y a pas assez de bateaux. Au fait, tout est à revoir dans les pays africains. Je pense... Il y a une chose, excuse-moi, il y a une chose, moi aussi, qui me paraît primordiale, c'est que je dis souvent, l'Afrique, elle a eu son indépendance, mais elle n'a pas son autonomie. Quand je dis l'Afrique, je parle de l'Afrique des pays africains, parce que souvent en Europe, les gens ils parlent de l'Afrique comme un pays, alors que c'est comme je dis, qu'est-ce qu'ils ont de commun entre un Tunisien, un Malgache ou un Éthiopien ou un Angolais? Il y a rien, ils ont rien en commun. Hein. Je veux dire, c'est complètement. Mais ça, en Europe, on a du mal à faire. Non, je disais, ce qu'il y a de commun en Afrique, c'est le manque d'infrastructures de transformation des matières premières. Je prends un exemple. Il y a des pays où il y a très peu de transports en commun et tout le monde va en moto et en mobilette. Et c'est toutes des motos chinoises ou japonaises. Eh ben, il n'y a pas une fabrique de motos chinoises ou japonaises dans le pays. Tout est importé. Alors que les gens savent les réparer, donc ils pourraient très bien les fabriquer, puisqu'ils les réparent sur place, non. Et je dis que ça, c'est la faute. Alors, c'est la faute des États étrangers. Ça a été la faute de la France. Maintenant, ça peut être la faute d'autres pays que la France. Voilà, mais pas seulement. Mais la Chine en fait partie. Ils tiennent ça, et ça empêche les pays de se développer. Pour moi, ça, c'est aussi c'est le deuxième enjeu, c'est d'avoir des usines de transformation des matières premières. Pour que le pays puisse... C'est pas normal qu'à un moment donné, un pays doive transporter son cacao pour aller faire du chocolat à 5000 km. Bon, maintenant, ils ont les infrastructures. Depuis 2 mois, ils ont une usine de transformation pour le chocolat. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais il y a juste que 2 mois, il n'y avait pas. C'est-à-dire que 50% de la population ne pouvait pas se payer une tablette de chocolat parce que c'était très cher. Alors que maintenant, bon, ils vont pouvoir se le payer parce que l'usine de transformation, elle est là-bas, en Côte d'Ivoire. C'est très bien. C'est comme ça qu'il faut que ça aille. Et je finirai par dire que pour moi, le continent de l'avenir, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'elle a la richesse humaine. Le potentiel humain, il est en Afrique. C'est le continent de l'avenir. L'Europe, c'est le vieux continent. Ça y est, c'est fini. Le continent de l'avenir, avec plus de 50 000, en 2050, plus d'1 milliard de personnes, c'est l'Afrique. Non seulement il y a les richesses humaines, mais il y a les richesses du sous-sol. Mais ça, il faut que l'Afrique arrive à être autonome. Je dis pas indépendante. Ils sont indépendants, les pays. Mais soit autonome avec son sous-sol et son sol. Bien dit, mon cher Didier. Les pays africains doivent être autonomes, malgré qu'ils ont eu leur indépendance, mais ils n'ont pas l'autonomie. Tout est importé à l'étranger. Alors, il est temps maintenant que ces pays-là puissent fabriquer par eux-mêmes. Je vais donner l'exemple des motos. Les motos, il y en a plein, ils savent les réparer, mais ils ne savent pas les fabriquer. On ne les laisse pas fabriquer. Je pense qu'ils sauraient les fabriquer, mais on ne les laisse pas fabriquer. Oui, voilà. C'est bien dit ça aussi. Donc, c'est à nous maintenant, à la jeunesse de bonne conscience, et surtout, moi j'insiste beaucoup, l'école. Il faut qu'on amène nos enfants, les enfants africains, à l'école. Et qu'ils arrêtent les guerres inutiles. Voilà. Donc, le dernier mot te revient, mon cher Didier, avant de clôturer. Merci Nestor. Voilà, je pense vraiment ce que je viens de dire là, que le continent de l'avenir, c'est le continent africain. C'est pour ça que moi je continue, malgré que je sois en retraite, à militer et à m'engager pour que l'Afrique puisse s'envoler de ses propres ailes, j'allais dire, et puisse être vraiment un continent autonome. Merci Didier. Et tu sais, on nous a invités. On va aller travailler pour ce monsieur. Merci. Merci à vous. Merci.